Bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre le débat Actu Environnement. Cela faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Et tout simplement, comme vous le constatez, parce qu'on s'est construit un nouveau studio. Jusqu'où peuvent aller les lanceurs d'alerte? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui suite à la condamnation des militants Greenpeace pour leur intrusion sur une centrale nucléaire française. Et pour tenter d'y répondre, j'accueille aujourd'hui autour de cette table Marie-Christine Blandin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne sénatrice écologiste, à l'origine de la loi de 2013 sur l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte. Face à vous, Claude Deganet, bonjour. Bonjour. Député Les Républicains du Loiret, et vous êtes notamment à l'initiative d'une loi qui punit sévèrement toute intrusion dans les centrales nucléaires françaises, une loi votée en 2015. Le 27 février dernier, des militants Greenpeace ont écopé de plusieurs peines pour leur intrusion dans la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle. Ils agissaient, selon eux, en lanceurs d'alerte pour dénoncer la fragilité des installations. Je vous propose de retourner sur les faits avec ce petit reportage signé Rémi Pin. 12 octobre 2017, à l'aube. 8 militants Greenpeace pénètrent dans la centrale nucléaire de Cattenom, en Moselle. Ils s'approchent de la piscine d'entreposage et déclenchent des feux d'artifice. Le simple fait d'avoir pu entrer dans une centrale, déclencher ce feu d'artifice au pied de la piscine de combustible usé avant même d'être interpellé par les gendarmes montre qu'effectivement il y a une faille de sécurité grave dans les centrales, et celle de Cattenom mais aussi dans les autres. Greenpeace aurait alerté à plusieurs reprises les autorités de la vulnérabilité des piscines d'entreposage. Un rapport d'experts a même été publié sur le sujet. C'est face à l'inaction des pouvoirs publics que l'ONG décide de passer à l'acte. Ni le gouvernement français, ni EDF, ils ne mettent pas en place la moindre mesure. Donc notre devoir est de trouver les moyens de porter à la connaissance du grand public ces faits et d'obliger quelque part l'État français et EDF à réagir. Donc on agit en tant que lanceur d'alerte. On agit pour la défense de l'intérêt général, on n'agit pas pour notre propre compte. Une action qui vaudra à Greenpeace une amende de 20 000 € et des peines de prison allant de 5 mois avec sursis à 2 mois ferme pour 2 militants récidivistes. Une première pour l'ONG qui a fait appel de cette décision. On la trouve très sévère, trop sévère même, et on se rend bien compte que quasiment systématiquement, quand des personnes se retrouvent en situation réelle de lancer l'alerte, elles éprouvent d'abord des difficultés. Elles sont très souvent poursuivies en justice, parfois condamnées, parfois mises à l'écart, parfois perdent leur travail. Enfin voilà, c'est compliqué d'être lanceur d'alerte dans ce pays. Et donc il y a une loi qui a été adoptée en décembre 2016, je crois, pour doter les lanceurs d'alerte d'un statut juridique. Preuve en est que ça ne suffit pas. Mais les actions de Greenpeace sur le nucléaire ne sont pas restées sans effet. Après les intrusions sur les sites de Cattenom et d'une autre centrale en Ardèche, une commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire a été créée fin janvier. Alors c'est donc la première fois dans l'histoire de Greenpeace que des militants écopent donc de prison ferme. Plusieurs personnalités se sont émues de cette décision de justice. La place des lanceurs d'alerte n'est pas en prison, ça a été l'objet d'une tribune parue dans le quotidien Libération. Marie-Christine Blandin, comment vous la jugez cette condamnation ? Alors moi je vais reprendre les paroles de Florence Hartmann, qui est une journaliste aussi lanceuse d'alerte. Et elle dit « Il y a des jours où il faut savoir transgresser les règles et la loi quand la loi n'est pas respectée. Aujourd'hui, la loi impose à l'exploitant EDF de nous mettre en sûreté et en sécurité, et à l'État d'assumer la surveillance via l'autorité de sûreté nucléaire. Or, nous sommes en insécurité avec ces piscines dont les grillages supérieurs s'apparentent à ceux que je mets sur mon poulailler. Et ils ont transgressé l'interdiction d'entrée pour l'intérêt général. Et quand on fait ça, on ne mérite pas d'aller en prison, effectivement. Et pourquoi ils ont écopé d'une peine aussi lourde, selon vous ? Parce que M. Deganet a fait une loi qui a prévu des peines financières, qui a prévu des peines de prison. Et cette loi est un coup de poignard pour les lanceurs d'alerte. Alors, Monsieur Deganet, justement, l'avocat d'EDF disait que ça inaugurait un peu votre loi, une loi donc, qui a été votée en 2015 et qui sanctionne lourdement l'intrusion dans les centrales nucléaires. La peine va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende. D'ailleurs, certains ont qualifié cette loi d'anti-Greenpeace.
Oui, ça a été le débat qui nous a, qui a animé l'Assemblée nationale à l'époque et le Sénat. Ce n'est pas une loi anti-Greenpeace, c'est une loi qui protège des sites nucléaires, qu'il s'agisse des centrales nucléaires, du CEA ou Areva. Donc je crois que c'est une loi de bon sens. Auparavant, Greenpeace utilisait ces intrusions comme moyen de communication, pour véhiculer leur combat contre le nucléaire. La sanction n'était violation de domicile, c'était la sanction retenue, comme si c'était une intrusion dans votre domicile ou dans le mien. Je pense que c'est une question de bon sens. On parle de matière nucléaire, on parle de choses sérieuses, et même le sens commun, la population ne comprenait pas qu'on puisse rentrer comme ça dans un site sans avoir une punition. Mais donc c'est une loi contre l'intrusion, pas pour la sûreté. Mais alors on a des militants qui dénoncent justement un manque de sûreté. Alors pourquoi ils sont punis? Il y a deux choses. Je pense déjà, cette loi, elle était consécutive à une succession d'intrusions dans beaucoup de centrales en France. Moi, je ne combats aucune loi fondamentale, ni liberté. On peut manifester sa position d'être anti-nucléaire, que je respecte, mais en dehors d'un site nucléaire. On n'est pas obligé de pénétrer. Alors après, on parle des gendarmes qui ne seraient pas là pour assurer la protection. Et donc, la sécurité, la sûreté ne serait pas assurée. Les missions des gendarmes, ce n'est pas de faire la chasse aux anti-nucléaires, c'est de protéger les sites sensibles. Alors justement, donc les militants Greenpeace, eux, ils disent avoir agi en lanceur d'alerte pour pointer du doigt la fragilité des bâtiments avec piscine qui ne sont pas protégés alors qu'elles contiennent plus de radioactivité que les réacteurs. Est-ce qu'ils ont agi en lanceur d'alerte ? Alors, vis-à-vis de la loi française dans le droit, les lanceurs d'alerte sont définis davantage à l'intérieur de l'entreprise depuis la loi Sapin. Alors que ma loi en 2013 prenait en compte les personnes physiques et les personnes morales. La loi Sapin, et la loi Sapin a tué en 2016 la possibilité pour les personnes morales de se porter lanceur d'alerte, alors que la loi de Gannet permet la condamnation et des personnes physiques et des personnes morales. Donc il y a bien deux poids et deux mesures. Pour revenir à la démonstration Greenpeace, la loi de Gannet n'empêchera en rien un terroriste, parce que lui, ça ne lui fait pas peur, hein, la prison ou les milliers de condamnations. Donc, ce n'est pas une loi qui nous donne de la sécurité et de la sûreté, c'est une loi qui punit ceux qui mettent le doigt sur les dysfonctionnements. On casse le thermomètre au lieu de soigner la fièvre. Vous punissez les personnes qui vont pointer du doigt un dysfonctionnement ? Les lanceurs d'alerte, en soi, sont des gens qui sont très utiles pour la société, pour l'ensemble de la sécurité d'une façon générale. Quand il s'agit de s'introduire dans un site nucléaire et qu'on s'appelle Greenpeace, je ne pense pas que leur objectif, c'est de se protéger derrière la notion de lanceur d'alerte. Alors après, on pourrait débattre longtemps des piscines, parce que nous sommes en audition, je fais partie de cette audition, la commission sur la sûreté et la sécurité mise en place par Madame Pompili. Suite à cette action, ex-présidente ex-présidente écologiste, il apparaît d'ailleurs au travers des différentes auditions qui sont publiques, que la notion de piscine aussi fragile, elle ne tient pas. Et tous les spécialistes qui sont interrogés dans cette audition, et ils prêtent serment, précisent les épaisseurs de béton, etc. Donc il y a une espèce de mythe, on s'abrite derrière la piscine. Non, c'est pas un mythe. Hein. Moi, je les ai visités au sein de l'office parlementaire, juste après Fukushima. Nous sommes allés dans toutes les centrales, je les ai vues de mes yeux vus. Je vous assure, au-dessus, c'est de la tôle ondulée. Peut-être qu'il y a des bacs en béton solide, mais au-dessus, c'est de la tôle ondulée. Il n'y a aucune protection. Or, nos centrales crachent 1200 tonnes de combustible fini, usagé, qu'il faut refroidir 3 ans. Et si nous devons nous mettre aux normes post-Fukushima, il va falloir faire des gros carénages, c'est 4 milliards par an. Or, EDF est endetté de 63 milliards. Donc, il est normal qu'il y ait des gens qui viennent tirer la sonnette d'alarme. D'ailleurs, leur action a été utile, car aux 20h, tous les Français ont enfin appris ce point de fragilité qu'on leur dissimule. Alors justement, l'action de Greenpeace était également de pointer du doigt cette fragilité pour que EDF réagisse et effectue des travaux de sécurisation qui sont extrêmement chers. Vous estimez qu'EDF n'a pas à réagir suite à cette opération, puisque vous avez donc voté contre cette commission sur la sûreté
des installations nucléaires? Moi, j'ai voté au départ, je considérais qu'on mélangeait la sûreté et la sécurité. C'est deux choses différentes. La sûreté, c'est la façon dont on confine les éléments radioactifs et qu'il n'y a pas d'effet à l'extérieur. Et la sécurité, comme son nom l'indique, c'est la protection, le périmétrique des zones. Mais pour vous, il n'y avait pas de débat à avoir sur la sûreté suite à ces opérations? On joue sur les mots. On joue sur les mots. On ne joue pas sur les mots. Article 1 de la loi Transparence, Sécurité nucléaire, article 1, la sécurité comprend les aléas, l'antiterrorisme, tout ce que vous voulez, et les phénomènes technologiques et les aléas sismiques, et comprend la sûreté. La sûreté est inclue dans la sécurité, c'est l'article 1 de la loi TSN. Oui, moi je voudrais revenir sur la notion de lanceur d'alerte. Des gens qui dénonceraient les conditions d'aseptie dans un hôpital, est-ce qu'il se permettrait de rentrer dans la salle d'opération pour dénoncer, en pleine opération, les conditions d'hygiène aucun ne le ferait. Donc je ne vois pas pourquoi Greenpeace s'autorise, alors qu'il y a une loi qui condamne avec une graduation. Quand on dit sévèrement, c'est au magistrat d'apprécier. Il y a toute une gradation selon qu'elle est en réunion avec armes, etc., abus d'autorité, bon, il y a plein de choses. Donc il y a une graduation progressive et c'est au magistrat d'apprécier la sanction. Je dirais que Greenpeace peut manifester a d'autres moyens de manifester que de rentrer sur un site nucléaire et de forcer des militaires à jouer au chat et à la souris. Vous n'êtes pas dit donc c'est facile de rentrer dans une centrale nucléaire, par exemple, est-ce que ça n'éveille pas cette question? Quand vous arrivez avec un imperméable rouge et que vous vous appelez Greenpeace, vous allez demander quoi? Non pas comme une députée républicaine En Marche a demandé qu'on tire dessus, c'est pas ce que j'ai jamais demandé, moi, personnellement. La déclaration dont vous parlez, donc c'est la députée Perrine Goulet, la députée La République En Marche, donc, qui à l'Assemblée nationale a proposé lors d'un débat donc, sur cette question de la sûreté, pourquoi pas ne pas tirer quand il y a une intrusion, comme ça se fait aux États-Unis. Justement, on a l'impression quand même qu'il y a une forme de sévérité à l'encontre de cette action. Est-ce que c'est parce que dans ce pays, on est sévère face aux lanceurs d'alerte ou parce qu'on touche au nucléaire? Est-ce que Greenpeace est un lanceur d'alerte quand on rentre dans une centrale nucléaire alors qu'on n'a pas le droit? Moi, c'est violation de domicile auparavant. Maintenant, on sait que la loi l'interdit. Donc moi, quelqu'un qui ne respecte pas la loi, c'est ce qu'on appelle un délinquant. Mais vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai du mal à penser qu'on ne respecte pas la loi et on dise « Mais non, moi, je peux me permettre de ne pas respecter la loi parce que je suis lanceur d'alerte. » Écoutez, tous les textes sur les lanceurs d'alerte, qui ne concernent pas ce type d'action, mais tous les textes envisagent la gradation du signalement. Or, Greenpeace a remis un rapport aux autorités avec tous les dysfonctionnements du nucléaire. Donc, il a bien respecté ce document confidentiel qui comporte tous les couacs du nucléaire. Et puis, comme il n'est pas entendu, il se fait voir autrement. La désobéissance dans certaines circonstances est indispensable. Nous l'avons connu en France pendant la Résistance. Je veux dire, à un moment donné... Marie-Christine Blandin, je vous repose la question. Est-ce que cette peine témoigne de donc, la sévérité qu'on a à l'encontre des lanceurs d'alerte ou c'est parce que c'est une spécificité nucléaire, parce qu'on a touché à l'industrie nucléaire? Les deux. Premièrement, le nucléaire est quand même une grosse boîte noire très liée au complexe militaire d'ailleurs, très liée à de sombres histoires diplomatiques sur l'entrée de l'uranium et où on va le chercher, dans quelles conditions on va le chercher, c'est quand même la boîte à opacité. Ça, c'est la première chose. Sur les lanceurs d'alerte, après le scandale de l'amiante, après le scandale du Mediator, grâce à Irène Frachon, on a quand même eu des lois solides, la loi Xavier Bertrand. Moi, j'ai fait ma petite loi en 2016, en 2013, etc. Donc, on était monté dans la protection. Et là, les lobbies se sont réveillés dans les couloirs de Bercy en particulier, puisqu'en 2016, la loi Sapin, sous couvert d'un statut unique qui comprend les scandales financiers, détruit des articles de ma loi et empêche que les personnes morales puissent être lanceurs d'alerte, par exemple. Prolonge le délai de réponse de l'employeur à 3 mois. Confine le lanceur d'alerte au rôle de salarié à l'intérieur d'une entreprise. Et le pire arrive aujourd'hui, c'est la transposition de la directive européenne sur le secret des affaires qui arrive à l'Assemblée en ce moment. Or, cette directive transposée dans notre droit ne va plus permettre de dénoncer des choses délictueuses qui se passeraient notamment en matière de santé et d'environnement. En matière de santé, nous ne connaîtrons plus les molécules et si quelqu'un vient à dénoncer
telle molécule, parce que, imaginons qu'on remette du DDT dans des pesticides et tout ça, et qu'un salarié s'exprime, de par nos lois, il était protégé. Si on vote la loi sur le secret des affaires, on lui dira, vous avez dévoilé un process interne à l'entreprise et vous êtes condamnable. Donc on a une régression phénoménale, alors qu'on était un peu monté en qualité dans la protection. Olivier de Ganay, vous partagez cette opinion qu'on recule du point de vue donc, de la protection de la liberté de dénoncer, d'informer des scandales Là où on sera d'accord, il faut être vigilant. Je pense qu'il faut que les lanceurs d'alerte puissent être protégés au mieux, sinon on mettrait à mal cette possibilité qui est offerte aux salariés de dénoncer quelque chose d'illégal, etc. Moi je rappellerais quand même qu'il faut que ça soit fait de manière désintéressée et de bonne foi. Donc, pour revenir à Greenpeace, ce sont des militants, tout à fait respectables, encore une fois, mais on ne peut pas dire qu'ils sont désintéressés. Ils défendent une cause anti-nucléaire, donc ils ne sont pas totalement désintéressés. Et ils sont des militants engagés. Ce que vous venez de dire est très intéressant, parce que de bonne foi, on s'entend tous, c'est même défini dans les codes. Mais désintéressés, ça a été vendu en quelque sorte aux parlementaires européens sur le mode, bien sûr, il ne faut pas que c'est quelqu'un qui tire des bénéfices au sens financier. Mais là, vous venez de l'interpréter de façon beaucoup plus souple, en disant ils ont intérêt à faire valoir leur cause et à militer. Donc vous comprenez bien que tous les avocats des entreprises pourront flécher la dénonciation comme quelqu'un qui a des intérêts dans la défense du bio, de la santé ou des choses. On se pose même la question, par exemple, un salarié qui aurait un conflit avec son patron et qui va dénoncer les agissements de son patron qui sont des agissements à l'encontre de l'intérêt général. Exactement. Est-ce que du coup on estime à ce moment-là qu'il est intéressé ? La plaidoirie des avocats face à face risque fort, vu l'argent que dépensent les entreprises quand il s'agit de se défendre, de peser sur la fragilité de mots comme désintéressé et sur une exploitation subjective de l'intérêt de la personne. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu, Greenpeace, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour bénéficier de la protection ? Sur la protection légale, aujourd'hui, il n'y a pas de texte robuste qui protège ce genre d'action. Nous l'avons vu avec les faucheurs d'OGM, par exemple. Certains ont été condamnés, d'autres ne l'ont pas été, au gré de la façon dont le juge appréciait qu'ils avaient agi en faveur de l'intérêt public ou pas. Mais les faucheurs d'OGM avaient un argument intéressant à cette époque-là. Ils disaient, mais nous fauchons des OGM parce que nous pensons que c'est dangereux pour l'environnement, etc., et que c'est pas bon pour l'économie des paysans, mais surtout, sachez que la loi n'est pas respectée. Tous les agriculteurs qui ont planté des OGM, les assureurs refusent de les couvrir. Or, en France, on n'a pas le droit d'avoir une entreprise ou une exploitation qui n'est pas couverte par une assurance. Donc, il y a une illégalité et les faucheurs se défendaient en disant « Nous affrontons cette illégalité par une autre illégalité qui était la transgression, la pénétration sur une propriété privée et de la destruction ou du fauchage. » Mais il faut bien regarder cette notion de désobéissance qui a été théorisée par Toro en Amérique latine, mais il y a des situations où l'intérêt général est tellement atteint qu'il faut quelquequement transgresser. On n'est pas obligé de détruire un champ, on peut se mettre autour et dénoncer et faire venir les médias. On a d'autres moyens que de prendre un risque, aussi bien pour les gendarmes que pour les agents EDF. Moi, des lanceurs d'alerte, c'est dans le monde médical, vous êtes intervenu sur le sujet, c'est tout ce qui est illégal et qui se pratique. Il y a eu récemment dans des abattoirs, il y a eu un certain nombre de lanceurs d'alerte qui doivent être protégés, ça je suis d'accord avec vous. Ah, mais vous approuvez donc l'association L214 qui pénètre dans les abattoirs en transgressant. Oui, on n'est pas obligé, je pense que... mais leurs images ont été... en ce moment. Oui. On entend des gens qui viennent dénoncer la faiblesse de la sûreté, la sécurité nucléaire. On leur dit, bon voilà, sur quoi vous appuyez-vous? Êtes-vous expert? Non, mais on a quelqu'un qu'on connaît, un ancien cadre EDF. Donnez-nous son nom, qu'il prenne le statut de lanceur d'alerte.
Et qui, ah oui, mais non, on ne peut pas vous communiquer, vous comprenez, on est journaliste, on ne communique pas nos sources. Mais ils on ont a en face de nous ce type d'argument. Non, on a ce type d'argument, c'est pas sérieux, je veux dire. Pour les journalistes, si, parce qu'il y a des règles. Les journalistes ne communiquent pas leurs sources, même en commission parlementaire. Quand tous leurs écrits sont avec Greenpeace, je mets en doute un peu leur objectivité. Ça, c'est autre chose. Jusqu'où peuvent aller les lanceurs d'alerte? C'était donc le sujet de cette émission. Je remercie mes invités Marie-Christine Blandin et Claude Deganet. Merci aux internautes de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt.